Donc, la semaine passée, j'avais tenté de vous évoquer l'exposition événement Trop, mis en œuvre par Jean-Luc Nancy, à travers lequel il avait collaboré avec un artiste qui était François Martin et un musicien. Donc, c'était un moment où, dans cette galerie québécoise, le philosophe donc Jean-Luc Nancy avait tenté de faire partager sa pensée. C'est-à-dire que sa pensée se faisait changeante, évoluant au fur et à mesure de la durée de cet événement, et en même temps qu'il pouvait permettre aux différents visiteurs, en plus de découvrir les peintures, de découvrir des dessins, de pouvoir aussi partager des articles ou des interviews sonores à travers lesquelles Jean-Luc Nancy prenait en considération des notions comme la question du sens, la question du corps, la question de la communauté, en vue d'essayer de réfléchir à la direction, la voie que prend notre société aujourd'hui, en s'appuyant sur des observations, sur des engagements qui peuvent être ceux déployés par les membres voilà, du monde de l'art. Ça va, donc c'était ça que j'avais essayé de vous faire partager la fois passée. Maintenant, Jean-Luc Nancy, donc ce philosophe, a beaucoup consacré de temps, de rédaction d'articles, de livres au domaine de la peinture, mais progressivement, il s'est avéré pour lui que le dessin devenait aussi un élément essentiel. Dessin qu'il va tenter d'approcher toujours en tant que philosophe, et aussi parce qu'il sera conduit à s'installer au niveau du musée des Beaux-Arts de Lyon, de sélectionner des dessins parmi les collections, de cette manière-là de poser une exposition qui va s'intituler « Le plaisir au dessin ». Donc, je suppose que vous arrivez à voir correctement aussi le texte qui peut apparaître à votre écran. Donc, chacun de vous a bien cette image. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre par oui ou par non, si ça va? Oui, je l'ai. Ah, d'accord. Donc, ça passe, logiquement. Vous avez le plaisir au dessin qui occupe, nous dit Ginette Michaud, je vous avais déjà évoqué cette auteure québécoise. Elle nous dit le plaisir au dessin occupe une place singulière, donc particulière, au sein du travail philosophique de Jean-Luc Nancy sur l'art. Il parle bien donc de ce moment où le philosophe établit des relations avec le domaine artistique. Il peut s'intéresser à d'autres domaines par ailleurs, où la question du sens et la sensation, donc ce qui est vraiment un élément propre à notre démarche dans l'histoire de l'art, la question du sens, un questionnement fondamental sur les choses, à partir aussi de notre faculté sensorielle, sont toujours plus intensifiés dans ces textes récents, dit Ginette Michaud. Cette réflexion participe également au renouveau actuel du dessin, considéré comme l'un des aspects importants de la création contemporaine. Donc, la pratique même du dessin semble retrouver une place voilà, nouvelle ou peut-être plus importante qu'avant. Je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez, édité par Phaidon, P-H-A-I-D-O-N, ces gros ouvrages qui s'appellent Vitamine D, donc vitamine dessin. Vitamine D1, vitamine D2, vitamine D3, qui sont des propositions d'artistes tout à fait contemporains, offrant la diversité des pratiques dans l'art du dessin. Et donc, au niveau du graphisme, au niveau des couleurs, au niveau des sujets, des types de supports, des traitements d'échelle, les mises en œuvre dans les espaces des musées. Donc, c'est vrai que la notion même du dessin revient comme une démarche importante, mais Jean-Luc Nancy va la traiter comme étant une démarche initiale, comme étant le début, parce que dans le dessin, il y a le travail de la forme et la prise en forme ou la mise en forme d'un élément qui l'intéresse d'un point de vue philosophique. Alors, à travers cet intérêt pour le dessin, à travers la mise en œuvre de l'exposition, il a aussi rédigé des textes donc, qui constituent un catalogue, et en même temps, à travers ce catalogue, il fait parler
dans les carnets de croquis différents artistes. Il y aura quelques petites mentions que je vous ferai lire à un moment donné. Donc voilà, une petite phrase extraite d'une réflexion de Nancy sur le dessin, de même que toutes les lignes de tous les dessins comportent la même infinité de points, de même se répondent-elles, toutes entre elles, par un même geste, indéfiniment modulé, d'ouverture de l'infini. Donc, on va se rendre compte que Nancy va avoir une lecture du dessin, soit d'une manière tout à fait première, par rapport à la nature, si vous voulez, du trait, de sens de la forme, de la matière, mais aussi le dessin comme étant ce qui permet d'imaginer la naissance de la pensée. J'ai juste glissé 2 dessins qui ont été retenus, sélectionnés par Jean-Luc Nancy pour monter cette exposition, donc appelée Le plaisir au dessin. Vous voyez en dessous de votre écran, Musée des Beaux-Arts de Lyon, exposition qui se déroulait du 12 octobre 2007 au 14 janvier 2008. Donc un dessin de Fautrier, un nu datant de 44, un dessin un peu plus ancien dont j'ai pas la date, donc d'Honoré Daumier, vous voyez qu'il vit au 19e siècle. Donc, vous pouvez y découvrir toute l'importance de la ligne du corps aussi en mouvement dans l'espace. Et ces travaux donc, sont repris à l'intérieur d'un catalogue, donc rédigé au niveau des textes par Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, publié chez Azan. Mais au-delà du catalogue, les éditions Galilée, que nous avons déjà eu l'occasion de mentionner par rapport au texte d'Antaï, ont elles-mêmes repris le contenu du catalogue et en ont fait une édition avec le même titre, Le plaisir au dessin. Donc on peut trouver soit la dimension catalogue ou de l'ouvrage disponible pour pouvoir partager toute la réflexion que le philosophe Nancy déploie sur le dessin. Et voilà, 2 autres exemples, soit un Ernest Pignou-Ernest, soit un Pierre Alechinsky, pour montrer qu'il y a des travaux qui relèvent d'un art plus ancien, de la modernité, voire avant, et puis des travaux qui sont plus proches d'artistes contemporains. Donc c'est une sélection très large qu'opère Jean-Luc Nancy. Et cette notion du dessin qu'il va réfléchir, c'est en même temps le dessin pour lui-même, dans sa pratique, dans ses formes, mais aussi comme un paradigme. Donc comme un paradigme, comme un modèle, comme une référence pour tous les arts de ce qu'on nomme la forme. Donc, tout ce qui traite de la forme. De temps en temps, je me suis permise de mettre des mots en orange, mais surlignés si vous voulez, pour insister, vraiment relever des spécificités de la pensée du philosophe. Donc la forme, et plus précisément pour lui, la forme dans son mouvement naissant, dans sa formation, dans son élan, dans le maintien de cet élan, par-delà l'achèvement de l'œuvre. Si vous vous souvenez, quand nous avons parlé d'Antaï, Antaï ne voulait pas du tout, il refusait les expositions, il refusait surtout de montrer des œuvres abouties, il voulait rester dans le faire, il voulait rester dans ce temps où quelque chose advient. On est dans cette idée de la forme dans son mouvement naissant, dans sa formation. Et être toujours dans cet appel, être toujours dans cet élan où on est dans le désir de créer autre chose. Et c'est vraiment là que la référence donc, du dessin comme un modèle pour le déploiement de la pensée va intéresser Jean-Luc Nancy. Donc, fruit d'une réflexion sur le plaisir dans l'élan du dessin, de la pensée dans le dessin, et le plaisir de désirer. Donc ça, c'est principalement, si vous voulez, le fil conducteur que va déployer Nancy à travers cette exposition. Juste, je vous mets pour que vous puissiez vous rendre compte, cette exposition qu'il déploie n'est pas une exposition historique. C'est pas proposer tout ce qui existe depuis le début dans les manifestations du dessin. Ce n'est pas une exposition thématique où on pourrait penser au, je sais pas moi, XVIIe siècle, il y a cette spécificité-là dans le dessin, on en traite d'un thème et puis on passe au suivant. Non. Je vous glisse pour que vous ayez une petite idée. Voilà comment s'organise l'expo qu'il met en œuvre. On dit 10 grandes sections. Donc le tracé, la ligne,
je vous citerai des petits exemples de réflexion qu'il place à ce moment-là. Ouvrir, investir l'espace, matière, touche, sensation. Réflexion sur le geste du dessinateur, de la main dessinante à la main dessinée, la forme qui se cherche, soutenir l'insoutenable, passion du corps, des plaisirs à dessein. Donc là, vous avez un petit E qui s'y ajoute, le dessin hors du dessin. Et il est expliqué qu'entre ces différentes sections, il glisse ce qu'il appelle des carnets de croquis. Et ces carnets de croquis, c'est un ensemble de citations, de réflexions posées par les artistes ou des philosophes à propos justement du dessin ou de la pensée. Alors, voilà un début dans le contenu de son texte. J'ai trouvé, peut-être certains d'entre vous sont-ils intéressés, j'ai trouvé en tapant donc Jean-Luc Nancy, Le plaisir au dessin, par les éditions Galilée, donc ceux qui ont choisi d'éditer le contenu du catalogue sous une autre forme. Là, vous pouvez retrouver à disposition sur le site, je pense, les 15 premières pages du livre, à travers lesquelles on a donc une partie du contenu de la pensée de Nancy qui a été transcrite, avec de temps en temps justement des évocations d'artistes sur le dessin. Et c'est là qu'il commence en disant justement, au commencement, il y a la division. Le trait qui sépare et qui rend l'espace visible, sinon lisible. Si je m'arrête à ça, je dirais cette première phrase, je le traduis d'une autre manière. J'imagine, pour comprendre ce qu'il signifie, si je me trouve devant ma feuille blanche, vierge, sur laquelle il n'y a rien, dès le moment où je pose le trait, donc où j'élabore, je lève la main, j'élabore le geste pour venir faire émerger le trait, à ce moment-là, mon espace se divise. Il apparaît, je le précise, si vous voulez, par la position du trait, mais en même temps, il se divise, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est à gauche, ce qui est à droite. Vous pouvez imaginer ce qui est devant, ce qui est derrière, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Donc, le fait d'avoir placé un trait dans un espace que constitue ma feuille blanche, à partir de ce moment-là, je précise, je rends une certaine visibilité de l'espace et celui-ci, déjà, commence à s'articuler. Il se sépare ou la partie de gauche vient rejoindre la partie de droite. Donc, le trait, pour Nancy, le premier élément caractéristique du dessin, et il le dit, c'est la trace d'un mouvement. Puisque tracer, donc déplacer un crayon dans l'espace, laisser se marquer cette trace, donc c'est la trace d'un mouvement qui ouvre une différence des lieux, qu'il inscrit avec son rythme, son allure, une ligne, c'est-à-dire une incision, un écartement, un élan, une échappée. Pour Jean-Luc Nancy, le début du dessin se pense par la mise en œuvre d'une présence d'un trait qui vient donc constituer un début d'articulation, de lisibilité d'un espace et qui offre donc, qui est la manifestation du mouvement, la trace du mouvement. Donc soit la ligne, elle se retourne sur elle-même comme il dit, ou bien alors elle vient en appeler d'autres et se construisent alors d'autres traits et à partir de là, il y a un rythme qui s'élabore, il se peuple, dit-il, l'espace, il se sature ou il s'évide. Et est mentionnée une petite réflexion de Yann Fabre, dessiner est une métamorphose de signes qui change d'aspect tel des insectes. Une métamorphose qui se répète toujours et il n'y a pas de fin, pas de début. Il y a un sentiment d'aller, de venir, d'être toujours en route, de flux, de reflux. Pas de cadre évident donc, mais plutôt un élargissement. Donc la métamorphose, c'est une transformation continuelle, plus ou moins rapide, plus ou moins lente, et qui fait qu'on est toujours dans cet élément qui advient, qui se met en place, et qui signifie inévitablement l'existence donc d'une trajectoire, d'une voie, de quelque chose qui s'élabore au fur et à mesure
avec des aspects, des formes changeantes. C'est curieux qu'il parle du commencement comme si on était au début, si vous voulez, de l'histoire, au début de l'expression de la vie. Donc, il y a une référence à cette conception philosophique qui nous ramène à une dimension première des choses. Là. Donc, j'espère que ça va jusque-là. Je prends juste encore une petite explication qui suit, où Nancy continue en disant, dans son texte, dans son catalogue d'expo, donc ce qui était présent à travers ce que les spectateurs pouvaient découvrir au niveau des textes, au commencement encore, il y a le geste. Donc, il y a le trait, la trace d'un mouvement, et il y a le geste. C'est-à-dire non seulement le mouvement seul, mais à partir de là, le dessin s'invente. Donc, ce qu'il entend par le geste, c'est ce moment où on a cette création à part entière du dessin, dans le fait qu'il s'essaie, il s'exerce. Donc, pour Nancy, ce qui est important chez le dessinateur, c'est justement l'émergence du geste, et ce geste conduit la main. Je répète que pour Nancy ou pour Antaï, dans ce qu'ils évoquaient, jamais on ne met en œuvre une démarche pour rejoindre un butin. On reste dans ce temps particulier où quelque chose advient, quelque chose prend forme. Et le dessin dont parle Nancy n'est pas un dessin qui viendrait rejoindre la notion ancienne, donc la pensée philosophique antique de la mimésis, qui pourrait être une des finalités de la proposition artistique, dans le sens où on crée de façon à reproduire, à chercher à rejoindre un élément existant, donc imitation. Pour Nancy, le dessin n'est pas cette référence de la mimésis imitative. Le dessin, quand il en parle dans cette idée de la mise en œuvre d'une ébauche, d'un début, quelque chose qui s'invente, le dessin ne reproduit pas une forme donnée, donc ne s'établit pas une relation entre le temps du dessin et un modèle extérieur, si vous voulez, qui serait reproduit. C'est pas dans ce sens. Le dessin ne reproduit pas une forme donnée, il produit ou il laisse se produire une forme où s'exprime le désir de voir naître la chose. Là, on est tout à fait comme chez Antaï, on est dans ce fameux rien, c'est-à-dire ce qui s'oppose à quelque chose, on est dans ce temps où on va participer, on va être dans l'étonnement de voir naître la chose, de goûter à la joie de cet élan pour devenir soi-même sans s'identifier à rien. Donc, penser le dessin, pour Nancy, revient à être dans cet état de partage. La main est guidée, le geste va déposer la trace par le trait et quelque chose advient, quelque chose va naître. Et c'est là que le dessin rejoint la notion de la forme qui prend forme. En se cherchant, en advenant, la forme qui s'esquisse peut se reprendre, se raturer, se corriger, se repentir, se différer, se mettre en réserve, s'exercer à ses propres variations, etc. La forme se cherche. Elle ne se trouve pas comme son propre essai renouvelé. C'était aussi ce que je vous avais mentionné avec Hélène Sixou. Quand Hélène Sixou, parlant de certains tableaux qui l'accompagnaient, était extrêmement intéressée, quand elle parlait de peinture, par le fait que les artistes ont ce temps particulier du repentir, qui n'est pas le même au niveau de l'écriture. Nancy, Sixou, Derrida partagent évidemment des approches communes en tant que philosophes dans leur manière d'interroger la particularité du travail donc pictural ou du travail graphique comme le dessin ici. Donc, ce qui est important et ce qui intéresse dans cette notion du dessin, c'est que la forme qui va s'élaborer à travers le geste, elle est extrêmement intéressante dans ce temps où quelque chose va se former, mais on ne rejoint pas, on ne trace pas ce que l'on a dans la mémoire ou dans la tête ou dans ce qu'on aurait devant les yeux pour reproduire quelque chose qui existerait. Et dans ce temps-là, si vous voulez, dans cet élan de laisser la forme advenir, c'est là que Jean-Luc Nancy parle du plaisir. Et il nous dit, le thème du plaisir est très largement absent
des discours contemporains sur l'art, beaucoup plus occupé par la crise des concepts d'œuvre ou de beauté ou tout simplement d'art, pour pouvoir prendre en compte ce qui finit par être considéré comme un effet secondaire, voire suspect de l'opération artistique. Pour Nancy, il est essentiel que le plaisir contribue à la mise en œuvre du dessin, mais il va préciser. La ligne d'après, le plaisir dont il sera question ne se réduit ni à l'agréable ni à la jouissance. Le plaisir n'est pas de l'ordre du contentement, mais de la tension maintenue. Le plaisir dont parle Nancy, c'est le plaisir dans l'élan de désirer être celui qui génère cette forme qui toujours est en train de devenir. Cette notion de plaisir est par ailleurs un des fondements même de la relation qui lie le musée avec son public. Donc je ne sais pas si ça vous paraît clair. Prendre plaisir, donc le plaisir au dessin, prendre plaisir n'est pas par rapport au résultat que l'on obtiendrait s'étant servi de la technique qu'est le dessin, c'est de rester dans cet éveil que procure l'élan de désirer cette forme qui est en train d'advenir et de rester dans cette tension de ce lien à cette forme qui, par l'intermédiaire du geste, de la trace mouvement et du trait qui se place sur la feuille, nous permet simplement de guetter ce qui va apparaître, qui en aucun cas ne vient reproduire quelque chose d'existant, ne vient pas restituer par imitation l'image de quelque chose d'existant. Est-ce que c'est recevable pour vous, cette petite explication, cet aspect spécifique que Nancy relève là au début de son texte sur le dessin? Est-ce que vous avez envie de réagir, de faire un lien avec voilà, un moment que vous avez déjà partagé, ou je ne sais pas si je vous tends la parole quelques minutes, quelqu'un veut intervenir? Oui, Anne, Oui, moi je dirais que dans ce plaisir si je pose mon crayon sur la feuille, oui, je fais des formes qui ne oui, sont pas intentionnelles je ne recherche pas de but, oui, mais en ayant mis en laissant aller ces lignes, je me retrouve tout d'un coup devant quelque chose qui m'évoque quand même quelque chose qui est dans la mémoire, qui m'évoque quelque chose. Mais oui. ce n'est pas ce qui m'est évoqué, c'était pas le but final Ah, de mon laisser-aller, de mon geste de dessin. d'accord. Ce Donc, qui m'est arrivé dernièrement. oui. Donc, en fait, soit dans ce qui s'est déployé sur la feuille, soit on peut rester dans la perception qui serait celle de la qualité du trait, de la tension, L-A-T-E-N-S-I-O-N du trait, peut-être d'une certaine manière de dialoguer avec son support. Mais en même temps, ici, dans ce que vous évoquez, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se rattache à une expérience, à la mémoire que vous auriez et qui Oui. vient s'associer dans un deuxième temps, qui n'est pas initial, qui vient s'associer Il n'est après. pas initial. Quand je D'accord. regarde ce qui m'est donné sur la feuille, Uh-huh. je me dis, tiens, ça ressemble à telle chose, Mhm. ou à tel tableau, mais ce Mais n'était pas dans mon idée initiale de faire cela. d'accord. Donc peut-être par rapport à ce que propose Nancy, c'est plutôt d'être dans ce temps où on se découvre dans cet élan du geste qui se sert du crayon et qui dépose sur la feuille. Et après, il y a peut-être une distanciation, un peu de retrait qui est pris par rapport à ce moment où le geste s'est posé, où la trace est élaborée. Et c'est peut-être là que l'esprit vient essayer de donner un sens qui est autre Tout à fait, que ce temps du geste. oui. Ok, merci pour le partage. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Enfin, peut-être que ça éclaire aussi cette manière de comprendre ce que j'espère, hein, que nous ne soyons pas totalement dans la confusion par rapport aux phrases de Nancy. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir à ce moment-ci ou pas du propos. Bien, pas spécialement, mais merci pour la personne qui a partagé ce qu'elle vient de vivre. Oui, Anne, c'est Marie. Donc, oui, moi, je trouve que le trait
il parle, dès qu'on fait un trait sur une feuille blanche, ça me parle. Oui. Donc, le trait parle. Peut Donc, dire quelque chose. d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le trait qui contribue au principe du dessin fait partie du graphisme qui précède l'écriture. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le trait parle, le trait rejoint une transmission de quelque chose avant qu'il soit rationnellement signe, qu'il soit rationnellement associé à une signification codifiée. Oui, c'est ça. Ok. Merci Marie. Donc voilà, si je continue, petite réflexion toujours de Nancy par rapport à cela. Il dit ainsi de toutes les hypothèses, puisque la spécificité de l'exposition de Nancy n'est pas d'établir une lecture historique du dessin, n'est pas de sélectionner différents thèmes qui seraient traduits à différents moments par la pratique dessinée, c'est pas non plus une recherche d'un point de vue iconographique ou iconologique dans l'expo. Donc, si on écarte ce qui peuvent être les orientations habituelles de la mise en œuvre d'une exposition, quelque chose subsiste dans cette exposition et devrait en soutenir le mouvement. Et ce que Nancy veut mettre en œuvre comme élément fondateur, si vous voulez, de sa réflexion sur le dessin, c'est justement d'un mouvement. Et de quel mouvement nous parle-t-il? Je veux dire, quel est l'élément qui lui permet de choisir les travaux, de les articuler dans son concept d'exposition? C'est de ce mouvement par lequel quelqu'un vient à dessiner, et ce qui fait qu'on se met dans la position de laisser advenir une trace, donc ce mouvement par lequel quelqu'un vient à dessiner, et aussi, une fois que le tracé est déposé, alors voilà, comme disait Marie, ce dessin parle du moment par lequel notre regard, et puis notre pensée, notre sensibilité répond, mouvement donc qui répond à celui dont la trace est déposée sur le papier. Donc c'est vrai que mettre en œuvre un tracé, peut-être à un moment donné, permet aussi de le soumettre au regard d'autrui. Donc mouvement dans ce temps de ce qui advient pour celui qui le met en œuvre, mais mouvement similaire qui va faire advenir chez celui qui reçoit le trait posé et qui déclenche donc, par la relation au regard, une réflexion, donc une pensée qui met en éveil peut-être notre sensibilité. Ça conduit notre attitude à rejoindre celle qui trace de l'auteur ou ça nous amène ailleurs. Donc ça, c'est tout à fait possible, on le sait. Donc Nancy est sensible, de nouveau, le mouvement. Donc c'est pas un élément qui est déterminé, qui est arrêté, qui est immuable, inchangeable, non. Ce qui est intéressant, c'est que le dessin contribuerait, rendrait actif cette dimension de la pensée qui reste vive, puisque le mouvement, c'est toujours en train, si on reprend l'expression de Yann Fam, la métamorphose n'a pas de début, n'a pas de fin. Donc ce qui intéresse Nancy, c'est ce qu'il avait expérimenté dans Trot, cet événement donc dans la galerie québécoise, c'est que jamais on est devant une conception qui a un début, qui rejoint le but, qui se finalise, et puis on passe à autre chose. Non, on est dans ce déploiement continu. Donc le plaisir de désirer faire naître continuellement cette forme qui elle-même enclenche le principe de la pensée et de la réflexion. Donc je pense qu'avec ces quelques petites ici lignes déployées chez Nancy, vous y saisissez aussi en quoi Nancy interroge le dessin par sa spécificité philosophique, puisqu'on est là au début, on est à l'amorce, on est comme dans un temps premier de la mise en route de la pensée. La pensée se met en mouvement comme le trait permet à l'espace d'advenir, permet à l'espace de s'articuler. Le tracé dessiné, quelque part, engendre aussi un mécanisme de voyage, un mécanisme de mouvement de la pensée chez celui qui fait, chez celui qui reçoit. Donc là, on est littéralement dans le développement du processus même du philosophe.
Donc, on pourrait dire, il est permis de dire, l'art, c'est la mise à l'œuvre du plaisir de désirer. Donc, désirer, donner forme, et présence, par la forme, à ce qui dépasse toute présence et toute forme. Puisque le développement du dessin selon la conception de cette forme naissante ne cherche pas à reproduire quelque chose d'existant. Hein. Donc, ça dépasse ce qui est pour rendre une autre dimension présente. Donc l'œuvre qui en résulte, à la différence d'un ouvrage technique, tend d'elle-même vers plus ou vers autre chose qu'elle-même dans sa délimitation accomplie. Toute forme d'art, musique, cinéma, performance, poésie, danse, architecture, porte donc les signes de cette tension, dont il faut redire qu'elle excède toute intention. Donc pas rejoindre, pas projeter quelque chose de précis, et ce désir dont le plaisir ne se laisse pas assouvir. Il est permis de considérer que le dessin représente de manière exemplaire la dynamique ainsi caractérisée. Donc là, le dessin apparaît comme une métaphore qui permet de désirer toujours qu'une forme advienne et que ça nous conduise dans une dimension, dans une perception qui est au-delà de ce qui serait systématisé, de ce qui serait communément admis. Donc, cette notion même de dessin, si vous voulez, quand on est dans la danse, c'est un dessin en mouvement, c'est un déplacement du corps dans la tridimensionnalité de l'espace et dans son aspect le plus vivant. Voilà, c'est pas simplement le dessin pensé uniquement par le tracé du crayon sur le papier, ça se fait dynamique avec le cinéma, avec la performance, avec la danse, dans les déplacements des corps au niveau de la structure tridimensionnelle d'une architecture. Donc, vous voyez que Jean-Luc Nancy élargit évidemment son concept. Je prends un exemple, et il y en a peut-être parmi vous qui se souviennent, ou peut-être d'autres qui vont découvrir cette formulation de la forme qui est naissante, qui advient. Je trouvais qu'elle pouvait vraiment s'illustrer à travers la démarche d'un artiste polonais, qui est Piotr Kowalski, son nom va apparaître dans l'image suivante, qui parle donc du mouvement, du temps, l'écoulement du temps, mais l'écoulement du temps à grande échelle parce que c'est un scientifique et qui est passionné par l'histoire de l'univers, et le temps devient vraiment la matière de son travail. Donc Piotr Kowalski, qui aussi est cité de plusieurs philosophes français, donc Nancy en parle, mais moi je l'avais abordé avec Jean-Christophe Bailly il y a plusieurs années. À un moment donné, Kowalski, qui est de formation scientifique, et qui explore des dimensions qui peuvent paraître parfois très éloignées de notre petite vie quotidienne, va chercher à vulgariser ses approches, ses réflexions, et il va choisir comme espace de vulgarisation l'art. Donc, il va faire une association entre le développement de la sculpture, des questions qui se posent sur la matière, sur la forme, et initialement, sa pensée à caractère scientifique. Et je choisis de vous montrer, ou de vous remontrer, je ne sais pas, la machine pseudo-didactique. Donc la machine pseudo-didactique, vous avez deux vues ici devant les yeux. Donc je vous ai transposé parce que c'était peut-être pas facilement imaginable. Elle est composée, nous dit-on, d'une surface donc matière caoutchouc tendue entre un point fixe et un point mobile. Et un liquide va se déplacer sur cette surface. Donc, on est dans un déploiement continuel d'un mouvement. Et si à un moment donné, on fait un arrêt, enfin, pourrions-nous dire un arrêt sur image, on arrête le mouvement et on voit en bas, il y a un état qui s'est fixé de ce déplacement continuel de la matière. Donc en fait, le propos de Kowalski, c'est de montrer à un moment donné un état de cette matière en formation continue. Donc à un moment donné, si on arrête, on a un type de forme qui peut devenir une sculpture en soi, voilà, en noir et blanc,
Donc, il y a sur Internet une minute et demie, où vous pouvez voir ce déplacement plus ou moins lent de cette matière liquide, donc du point fixe vers le point mobile, et à un moment donné qui fait émerger, qui fait se tracer cette forme informe en même temps. Elle ne ressemble à rien, elle n'évoque rien en particulier, si ce n'est qu'on pourrait penser, quand on voit par exemple l'été un champ de blé, même un champ de lin, qui est une céréale extrêmement souple, vous avez un déplacement d'air, une brise, et on voit très très bien, à une vitesse plus ou moins lente, la manière dont chacun des brins, chacune des tiges va être soumise à un mouvement, puis va repartir dans l'autre sens, repasser presque par un stade initial, de nouveau se déformer, reprendre sa forme. On peut découvrir dans les manifestations du monde vivant, je prends l'exemple de la céréale, mais ça peut se trouver ailleurs, justement, ce sentiment de comment une forme advient. Et à chaque fois, elle peut repasser par un moment similaire, mais elle est toujours en train de se changer. Donc, c'est vraiment l'expression du temps qui est matière par excellence. Donc, voilà, vous avez là son nom, Piotr Kowalski, d'origine polonaise, qui est venu s'installer en France, qui a déployé des œuvres à Paris aussi, dans l'espace public, qui a des choses extrêmement intéressantes, peut-être pas habituelles dans le rapport entre l'art et les sciences. Et j'aurais dû regarder. Voilà, je ne sais pas retourner dans ma présentation comme cela, mais il y a plusieurs années, donc j'avais évoqué son travail avec Jean-Christophe Bailly, et une exposition consacrée à son œuvre avait été présentée au musée de Luxembourg, de la ville de Luxembourg. Donc il est peut-être possible, si certains sont intéressés par sa démarche, d'aller redécouvrir via le site certaines vues de son travail. Donc scientifique de formation qui interroge le devenir de la forme par la présence donc de l'écoulement du temps. On est bien dans l'idée de la métamorphose qu'évoquait Yann Fabre. On travaille de 1961 ici. Donc l'agitation, si vous voulez, de cette surface liquide sur cette peau de caoutchouc est mise en œuvre par un moteur électrique. Donc voilà, on nous dit cette machine n'est rien d'autre que du réel. Un plan d'eau qui bouge, un champ de blé que le vent couche. Ce sont des machines, ce qui traduit des mouvements perpétuels, même quand les éléments ne bougent pas, même quand on a l'impression que tout est calme, silencieux, ça ne veut pas dire pour autant que le mouvement n'est pas présent. Donc, cette machine pseudo-didactique, une machine qui veut nous permettre de découvrir, de nous rendre visibles finalement des comportements qui sont là autour de nous, qui parfois nous échappent tout simplement parce que notre sensibilité n'est pas aiguisée, ou peut-être parce que visuellement, ce n'est pas toujours saisissable pour notre œil. Il dit bien, cette machine engendre, mais sans fin, elle n'aboutit à rien, ne confie rien qu'on puisse saisir, poser ou vendre. On pourrait dire, elle existe là gratuitement, sans rejoindre de but. Et c'est ça qui intéressait Kowalski, donc de travailler sur les tensions, la limite, le dépassement, et de cette manière-là, de rejoindre ce qui intéresse certains philosophes. L'œuvre n'est pas l'achèvement, elle est un instantané, elle raconte d'où elle vient. Donc quand Nancy parle au commencement, le trait est, au commencement, le geste est, cette question ici, est-ce qu'on pourrait imaginer que le monde advienne à un moment donné sans la forme? Est-ce qu'il y aurait une forme sans forme? Je dirais, est-ce qu'il y aurait de l'informe? Voilà. D'où vient-elle? Ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose est là, une matière est là, et cette matière prend forme. Une question fondamentale de l'origine. Voilà un autre moment, une autre capture, si vous voulez, qui saisit donc la forme quand elle est figée, alors que ça, c'est vraiment une fraction de seconde, puisqu'elle continue à devenir autre dans la capture d'écran suivante qui pourrait être faite de ce mouvement perpétuel. Alors, Jean-Luc Nancy a aussi, et là vraiment développé un travail à quatre mains, comme il a pu le faire avec François Martin, donc ce qui n'est pas le cas avec Monino, ce qui n'est pas le cas avec Kowalski, pardon. Il cite une collaboration avec Bernard Monino.
Et donc, logiquement, il y en a aussi parmi vous qui doivent peut-être se souvenir de ce nom, pour ceux qui sont dans le cours d'histoire de l'art depuis plusieurs années. Bernard Moninaud, qui est un artiste français. Et vous avez devant les yeux une conception assez limitée, donc d'un travail graphique sur papier qui est intitulé « Les traces anémones ». Donc, anémone, en même temps, ça fait référence à une fleur. Les anémones du Japon ont pratiquement fini leur floraison, la plante va s'endormir. Mais je crois qu'on utilise le terme anémomètre comme un instrument pour mesurer justement le vent. Et il y a cette référence donc à ce passage du vent qui était transposé ici sous la forme d'un graphisme, donc avec la technique lithographique par Bernard Moninaud. Et je ne sais pas rejoindre une page plus précisément, mais Jean-Luc Nancy est intervenu, comme il le faisait également pour François Martin, par l'intermédiaire de textes, mais si plutôt de textes à caractère poétique, nous dit-on. Donc voilà, je n'ai pas vu, j'ai cherché à retrouver ce travail, mais je ne le connais pas personnellement, donc je ne le possède pas, je ne sais pas aller beaucoup plus loin dans ce partage entre les deux. Mais seulement, je voulais vous remontrer justement quoi Bernard Moninaud peut intéresser le philosophe Jean Nancy par rapport à la question de la forme, par rapport au mouvement, par rapport à la trace, par rapport à ce qui est toujours en train de se déployer à travers le temps. Donc, cette réalisation assez extraordinaire de Bernard Moninaud qu'il intitule « La mémoire du vent ». Voilà une forme, je dirais, qui est celle à travers laquelle Moninaud peut faire partager cette mémoire du vent quand il prend possession d'un espace public, comme une salle de musée, ici au Musée contemporain de Val-de-Marne, donc le MACVAL en 2003. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le propos, je vais essayer de vous faire découvrir sa manière de travailler. Donc, vous voyez, c'est très proche. Hein, si je prends un détail que vous pouvez voir ici dans Traces anémones, ça rejoint, donc ici en 2008, ça rejoint un travail préalable. Moninaud est très intéressé donc par le vent, par les nuages, par tout ce qui se manifeste dans la nature en devenant simplement observateur. En essayant, si vous voulez, de se soustraire. C'est pas lui qui va faire, mais il va collecter des choses. Donc, pour arriver à ces tracés que l'on peut lire blanchâtres, lumineux, dans une salle un peu de pénombre, d'où cela vient-il ? Bien, en cherchant un peu sur différents sites, parce qu'il y a aussi des petites vidéos qui vous permettent presque en temps réel de découvrir la technique, la méthode mise en place par Bernard Moninaud. Donc, je fais des petites captures d'écran pour vous traduire un peu les moyens employés pour ceux qui ne connaissent pas son travail. Donc, ce que vous voyez sur la partie du haut, vous avez une tige métallique, donc qui est mise de biais, sur laquelle est fixée une structure circulaire, un peu détachée de cette tige de métal. Vous avez en dessous, justement, un agrandissement. Donc, vous avez je ne sais pas si vous arrivez à voir le curseur en même temps. Donc, vous avez un cercle là, donc une surface vitrée, avec un diamètre de quelques centimètres. Sur ce diamètre donc de verre, avant de le placer à l'intérieur de cet anneau métallique, Bernard Moninaud est venu le charger de noir de fumée. Donc la couleur gris foncé que vous avez sur la plaque de verre, c'est simplement en tenant une torche en flamme, si vous voulez, allumée, avec le dépôt de la matière fumée, va se faire donc ce tracé noir couvrant, pacifiant. Et il place cette petite pièce en verre proche d'une plante, d'un arbuste qu'il a repéré. Moninaud voyage à travers le monde et la plante va être le support d'une petite tige en verre. C'est ce que vous voyez en dessous. Donc ici, petite tige en verre très très fine qui vient s'articuler à l'extrémité, si vous voulez, de la branche. Donc ceci est vraiment le gros plan de ce que vous avez là. Et puis,
Monino, donc, par un jour où il y a une petite brise, pas trop, de vent fort, va simplement laisser pendant, je veux dire, quelques minutes, hein, ça va très très vite, ce déplacement de cette petite tige de verre osciller et venir donc, en frottant le cercle de verre, venir enlever le noir de fumée et déposer le tracé. Donc Monino lui-même ne trace rien. Il choisit un endroit avec une plante, avec des conditions climatiques qui sont favorables. Voilà un autre exemple peut-être, si jamais ce n'était pas totalement compréhensible. Donc vous avez de nouveau une association de deux images, celle d'en haut. Je ne sais pas si c'est le cas, moi ça me fait un peu penser à un principe comme si on était au bout de la floraison de roses trémières et de nouveau petite tige de verre, pardon, qui est associée à la plante et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a le début d'une forme, justement. Il y a un trait qui s'est déposé, la forme s'est refermée et puis si on laisse s'écouler, voilà, quelques secondes, un début de minute, de 2 minutes, vous avez une densification qui apparaît à cet endroit. Et Monino observait que tel type de plante va souvent déployer une forme similaire. Il y a comme une matrice qui est propre à la plante. Il collecte alors son morceau de verre avec son tracé. Voilà ce que ça donne. Donc, sérigraphie, si vous voulez, c'est simplement le tracé du vent, plus ou moins déployé, donnant une dynamique, donnant justement une tension, donnant de la répétition, des variations. Et à partir de ces éléments-là, Monino dit qu'il crée une éoléthèque. Donc, une bibliothèque, c'est un lieu dans lequel on met les livres. Une éoléthèque, c'est un lieu, c'est un espace dans lequel on retrouve toute une série d'expressions du vent. Donc, il dit une mise en mémoire du récit du vent. Collecter l'écriture du vent dans 10 lieux différents du monde. Il s'est rendu en Inde, au Mexique, au Maroc, en Suisse, en Iran, en France, etc. Donc, à travers plusieurs années, il a gardé les manifestations qui lui semblaient les plus intéressantes. Il dit aucun de ces dessins n'est répétable, c'est presque rien qui était recueilli est un commencement. Le commencement à l'état pur, on retrouve le même terme que dans l'expression de Nancy sur le dessin, au commencement était. Et ce qui lui appartient juste à Monino, c'est d'avoir établi des dispositifs, c'est d'avoir déployé des méthodes pour capturer. Donc les dispositifs qu'il met en place, les outils, les instruments capteurs, lui permettent simplement de faire advenir le dessin. Donc je comprends que Monino et Nancy aient collaboré. Quand Nancy parle de la forme qui naît, de la forme en formation, ici, on a, avec ce dispositif, à un moment donné, il rend visible cette forme qui advient, qui élabore le dessin dans son sens le plus pur du terme. Il met en place les conditions de l'apparition de l'œuvre, comme dit Monino, sans créer l'œuvre elle-même. Donc, il n'est pas initiateur d'une ligne, d'un déploiement, d'un croisement. Il a juste réussi à trouver les matières, les conditions pour accueillir cette écriture du vent. Ce ne sont pas des dessins faits de la main de l'homme. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est d'imaginer tous ces dessins qui ne sont pas capturés. Donc tout ce qui existe en permanence, le jour et la nuit, que nous ne voyons pas. Donc sa méthode est de nous rendre une dimension perceptible, c'est de nous rendre peut-être sensibles à un principe de métamorphose continuelle auquel nous n'étions peut-être pas nous-mêmes conscients ou intéressés, et qui advient comme ça dans des domaines très très différents. Lui parle du côté des plantes, des végétaux, mais c'est pareil, Fabre parlait de l'insecte, c'est pareil du côté des animaux. Donc ça devient presque la métaphore même de l'expression du dessin au sens de la formation de la forme. Tous ces petits dessins, donc tous ces éléments ici qu'il a collectés sur ces morceaux de verre, il va les scanner. Et puis, il dit qu'ils sont transférés sur des gobos, donc sur une plaque métallique. Et dans cette plaque métallique,
on découpe, donc on reproduit le tracé, on le découpe au laser, et puis on place la plaque dans laquelle on a le motif découpé au laser conforme au tracé mis en œuvre par le vent. C'est placé devant un projecteur, et c'est ça qui peut alors être découvert. Et Monino décide de la dimension de la projection en fonction des paramètres du lieu dans lequel il intervient. Donc, en fonction des dimensions de la salle, en fonction de la hauteur des murs, en fonction de la qualité de la lumière. Donc, il choisit de projeter plus petit ou plus grand. Donc, le dessin ne change pas, c'est juste l'échelle qui est alors adaptée au contexte du lieu dans lequel c'est présenté. Voilà, je ne sais pas si mon explication est suffisamment compréhensible pour ceux qui découvrent là aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent réagir à ce qui me semble être une manifestation totalement associée à cette idée du dessin comme paradigme, comme un modèle même de la formation, de la pensée, du développement de la sensibilité, du mouvement continuel dans le monde vivant qui nous entoure, dont nous faisons partie. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir. Tout vous semble clair dans l'explication du procédé? Ok. Oui, c'est clair. Ça va, très bien. Je laisse toujours un petit temps parce qu'il faut évidemment que la connexion se fasse aussi si vous décidez de réouvrir votre micro. Très bien. Et peut-être pour ouvrir, si vous voulez, la pensée de Nancy, à ne pas concevoir que ça va s'axer uniquement sur la technique du dessin ou le résultat. Le résultat est un terme mauvais, mais ce qui se passerait uniquement dans l'élaboration du trait, c'est peut-être plus juste de le dire comme ça. Pourquoi Nancy se rapproche et considère le monde du dessin comme devenant prioritaire pour lui après celui de la peinture? On dit une des avancées les plus importantes de ce travail de Nancy sur l'art concerne aussi le politique, l'être ensemble ou l'être avec de la démocratie. Vous vous souvenez que quand on parlait de Antaï, leur volonté était d'essayer de proposer une autre manière de fonctionner, de vivre, ce qui peut peut-être aussi rejoindre la spécificité de l'époque qui est la nôtre aujourd'hui, du changement, de la mutation. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas d'une banale analogie, donc un rapport de ressemblance, entre l'art, le dessin en l'occurrence, et la finalité, le dessin du politique. Il s'agit plutôt de vraiment penser en dessin, sérieusement, rigoureusement, c'est-à-dire en se tenant au plus près la pulsation de la forme naissante. Donc, rester dans cet élan de désirer la forme qui va venir. Pas rester dans la perpétuation, la répétition de modèles, de systèmes existants, plutôt se mettre dans l'attitude de celui qui cherche à élaborer, donc qui se donne, qui se plaît à laisser advenir de la nouveauté. Donc sérieusement, rigoureusement, c'est-à-dire en se tenant au plus près de la pulsation, donc désir, de l'élan, de la forme naissante, de ce qui en elle, forme non donnée, toujours naissante et à tracer, peut donner à penser les modalités d'un faire-sens du politique. Donc il s'agit d'un modelé sans modèle. Donc l'idée n'est pas de prendre appui sur un schéma, une théorie, un développement de systèmes existants et de l'adapter. Ce qui semble important pour Nancy, c'est de proposer une conception, un développement de société en observant justement les spécificités de cette société et à ce moment-là, d'offrir, si vous voulez, cet étonnement, cet élan, cette écoute pour qu'advienne autre chose. Et que c'est peut-être une forme qui peut être intéressante à déployer dans le devenir politique, dans le fonctionnement de la société, en se détachant peut-être du confort
ou des références que l'on pourrait avoir de systèmes antérieurs. Donc, la volonté toujours de ces philosophes, c'est d'élargir le propos. C'est pas de rester cantonné à un domaine qui serait celui de la proposition du dessin ou de la peinture, c'est d'aller beaucoup plus loin. Puisque la particularité chez Nancy, c'est justement l'expérience de l'art mettrait en œuvre une communauté de l'aesthésis, donc tout ce qui touche la sensation, pensée à partir du sentir, c'est-à-dire le sens dans toute l'étendue du terme. Un peu plus loin, l'art, écrit Nancy, est la pulsion d'être au monde, et tous les sens, sentiments, sensitivité, sensualité, donc tout ce qui fait notre présence corporelle, le fait que nous soyons un être avec notre propre corps, avec notre capacité, notre perception sensible, les questions sur le sens de notre présence, du geste que l'on pose. Donc, on ne peut pas fonctionner sans être au monde par notre corps et sans être dans un rapport de toucher. Donc, toucher, c'est le côté tactile, mais c'est le toucher aussi qui est d'ordre de la pensée, de l'ordre de la réflexion, de l'ordre de tout ce que nos sens découvrent de notre relation avec le monde. Donc, c'est un sujet extrêmement complexe auquel Nancy vient toucher ici. Pour une recréation du monde, c'est bien là l'intérêt, si vous voulez, de son travail. Donc, ça, c'est un peu peut-être un raccourci trop rapide, mais donc l'intérêt nouveau que Nancy voue au dessin est parce qu'il constitue une forme première de la pensée, permettant de garder l'être humain que nous sommes dans cet élan pour désirer toujours être dans une projection d'une nouvelle manière d'être, de cette forme naissante, laisser notre pensée toujours être active, continuellement en train de se métamorphoser, peut-être pour aller vers une recréation du monde. Donc, c'est peut-être aussi un élément significatif du sens que nous pouvons donner à ce temps que nous consacrons à la dimension de la création. La création dans nos ateliers respectifs, quelle est la valeur du geste que nous posons, quel est peut-être ce temps que nous y consacrons en vue de faire quoi? C'est un peu ce que Beuys questionnait, pour ceux qui se souviennent. Joseph Beuys est aussi, à travers la réflexion qu'il mène sur le dessin, dans ce tout premier temps du commencement, dans le fait que tout le monde dessine à un moment donné, même simplement pour indiquer une direction, et qu'il y a là la mise en place, le départ de l'élaboration de la pensée. Donc la réflexion que conduit Beuys est pour moi très très proche de celle qu'évoque Nancy ici par rapport à cette dimension de l'origine et du départ. Donc à chaque fois, nous sommes dans un temps nouveau pour redémarrer une conception de la société. Est-ce que ça va par rapport à ces éléments